au nom du gouvernement, j'ai demandé de manière très scrupuleuse qu'on regarde toutes les déclarations de toutes les associations féministes liées justement au 7 octobre et à ce qui s'est suivi, parce que je refuse que l'État soutienne financièrement des associations qui ne sauraient pas caractériser ce qui s'est passé. S'il y a la moindre ambiguïté sur des propos qui auraient été tenus le 7 octobre, évidemment, il ne serait pas normal que ces associations continuent à avoir des subventions de la part du gouvernement. C'est aussi simple que ça. Alors, on rappelle que Aurore Bergé est ministre de l'égalité entre les femmes et les hommes. Alors, ma question est simple. Que dire de cette séquence? Est-ce que ce n'est pas là, finalement, l'expression de plus en plus décomplexée d'un discours autoritaire? Elle sait très bien de quel ministère elle est ministre, et c'est pas la première fois que le gouvernement s'attaque et fait la pression sur des associations féministes. Il y a de plus en plus une gestion autoritaire en fait, du monde associatif, avec notamment des outils comme le contrat d'engagement républicain, dont les contenus sont assez flous et qui permettent en fait, de façon très arbitraire d'attaquer quelqu'un. Et en fait, je pense que ce qu'elle vient de décrire, elle peut parfaitement le faire dans le cadre actuel du contrat d'engagement républicain. Est-ce que tu peux justement préciser ce que c'est le contrat d'engagement républicain? C'est un contrat que toute association qui traite avec des collectivités publiques ou demande des subventions publiques se doit de signer pour montrer qu'elle est compatible avec le champ de la République. Et donc là-dedans, il y a des choses sur, ne pas faire de prosélytisme religieux, faire attention sur les questions de racisme, d'antisémitisme, etc. Mais les formulations, en fait, à l'intérieur, alors, dans le contrat d'engagement républicain, il y a des exemples très précis, mais les formulations elles-mêmes du contrat sont assez floues, en fait. Donc, en fait, comme on a vu avec l'instrumentalisation de l'antisémitisme pour faire taire un petit peu les voix pro-palestiniennes, on peut très bien employer ces termes et les tordre dans tous les sens. Et c'est le propre en fait du fémonationalisme, donc cet emploi en fait nationaliste du féminisme pour justement instrumentaliser l'un pour faire taire l'autre. C'est ça, c'est la mobilisation des luttes des femmes au service de politiques racistes, coloniales, nationalistes. Et on a exactement ça ici avec Aurore Bergé, qui veut mettre au pas les féministes qui ont un regard critique sur la situation, qui tout en critiquant et en s'indignant de ce qui s'est passé le 7 octobre, n'oublie pas aussi de s'intéresser à la cause palestinienne. On rappelle que, comme tu l'as dit, 70% des victimes sont des femmes et des enfants. Mais moi, j'essaye toujours de trouver le côté positif là-dedans. Et ce qu'il y a de positif, c'est que je pense que Aurore Bergé, le gouvernement, est inquiet de l'orientation qui est prise par les associations féministes. Moi, j'ai évolué dans les organisations antiracistes, donc il y a souvent eu des discussions avec les associations féministes sur comment articuler l'antiracisme, le féminisme, une critique sur comment le féminisme a été mobilisé parfois, notamment dans les situations coloniales, contre les colonisés, contre les racisés et tout. Et j'ai l'impression qu'il y a un vrai retour critique de la part des féministes dessus, qui font un vrai travail et que ça inquiète vraiment Aurore Bergé. Je profite de cette séquence pour parler de plusieurs affaires de violences sexistes et sexuelle, celle de Gérard Müller, accusé par 41 femmes de viol et d'agression sexuelle, et celle aussi issue du cinéma, Depardieu, Jacquot, Doyon. Et avant de vous poser une question, je voudrais dire tout notre soutien indéfectible aux femmes qui prennent la parole, pour leur dire tout notre respect et pour leur courage. Et pour commencer, alors déjà, est-ce qu'on peut dire en quoi ces actes ne sont pas des actes isolés et qu'ils représentent un système que nous dénonçons? Déjà, notamment dans le monde du cinéma, on voit bien que ça dit des choses aussi de l'exploitation des femmes qui peut exister dans ce milieu-là. Notamment, il y a quand même beaucoup de femmes qui témoignent de violences qui ont été faites lorsqu'elles étaient encore mineures. Notamment, je pense à Judith Godrèche qui dit bien que quand on a 14 ans dans un milieu comme ça, on ne sait même pas en fait qu'on peut dire non. Et donc, c'est très important ce qui est en train de se passer parce que là, donc, effectivement, c'est écrit là sur la télé. Hier, il y a eu une émission très intéressante de Mediapart, justement, où il y a eu énormément d'actrices qui ont pris la parole. Et on voit qu'il y a une révolution MeToo qui est en train de se passer, une deuxième vague. Et effectivement, je pense qu'il faut apporter tout notre soutien à toutes les victimes qui prennent la parole. Et puis, ça permet aussi de se rendre compte aujourd'hui des rapports de domination, tout simplement, qui existent dans notre société. Et de pouvoir, justement, réfléchir à tout ça aussi. Là, la question du cinéma, ça pose aussi la question du travail, la question, voilà, quand on est justement pris dans des violences comme cela, au sein de notre travail et surtout dans ce type de travail-là, comment est-ce qu'on fait en sorte de protéger les victimes et protéger les potentielles victimes. Et donc tout ça, ça invite à beaucoup de réflexions, je pense, dans nos organisations, dans notre travail, dans tout cela. Et surtout, ça fait écho quand même, là, ce qui est en train de se passer,
à Emmanuel Macron, la réaction qu'il a eue par rapport à Gérard Depardieu, et à quel point, du coup, il y a un ancien monde encore là qui est en train de se battre pour ne pas mourir. Et justement, c'est hyper important de pouvoir porter la voix de toutes celles qui témoignent en ce moment pour montrer justement que là, il y a une révolution qui est en train de se passer, qu'on ne peut pas l'empêcher, comme c'est écrit, et d'accompagner vraiment ce mouvement-là. Mais justement, il y a un article aussi sur Mediapart qui a été publié le 10 février qui s'appelle MeToo en France, 6 ans d'aller-retour. Et c'est un article qui retrace l'histoire du mouvement MeToo en France. Alors, je cite, ponctué d'avancées et de résistance depuis 6 ans. Et parle de résistance très française avec des contre-offensives multiformes qui se déploient pour éteindre le retentissement des dénonciations. On pense à la récente tribune de soutien à Depardieu signée par 56 personnalités de la culture. On pense à la tribune de Neuve qui défendait une liberté d'importuner. On pense à la tribune aussi de 100 avocats fustigeant le triomphe du tribunal de l'opinion publique après que Adèle Haenel est partie après au César avec le triomphe de Polanski. Et dans l'ère MeToo française, on peut également voir un ministre visé par une plainte pour viol ovationné au Parlement puis promu, et des femmes qui dénoncent des violences sexuelles se faire traiter de salopes, de prostituées, de menteuses, d'arrivistes à la recherche d'un coup de pub. Mais l'ère MeToo, c'est aussi une période où les droits des femmes sont relayés par des mouvements féministes de plus en plus puissants, avec des plaintes qui augmentent de manière significative. MeToo a fait aussi entrer dans les foyers la question et le sujet des violences sexistes et sexuelles et a permis de grands progrès sur le terrain du discours de la pensée féministe. Alors j'ai 2 questions. Est-ce que cette séquence de prise de parole de femmes qui accusent Miller et dans le milieu du cinéma pourrait marquer un tournant? Et dans l'article, il y a une sociologue et écrivaine, Kawthar Archi, qui dit que la révolution MeToo est une révolution inaboutie. Je vais juste réagir parce que avant que tu t'introduises sur cet article, j'étais en train de penser au début de MeToo, parce que c'est vrai qu'en fait, à Lyon, avec quelques copines, on s'était occupé de cette mobilisation. Et en fait, on avait contacté des associations et on avait créé du coup l'association MeToo Lyon, qui existe toujours. Et je veux dire déjà que c'est quelque chose qui vous transcende, parce que dans votre être, vous avez des certitudes et vous pensez que des choses comme ça n'arrivent pas aux autres et n'arrivent pas à vous. Et des comportements comme ça aussi ne vous ont jamais touché. Et en fait, je veux dire que je comprends ce que dit l'autrice de cet article, à savoir que ça a mis du temps. Parce que pour moi, quand on est face à des choses comme ça, il faut que ça infuse la société. Et tous les niveaux de la société. Et effectivement, il y a des niveaux de résistance qui sont les niveaux des dominants, on ne va pas se mentir, qui font de la résistance pour garder les vieux schémas du patriarcat, les vieux schémas d'oppression. Et pour moi, je suis très fière que la génération, je pense qu'on est tous de la même génération autour de cette table, commence à comprendre, commence à se battre contre l'impunité, parce que c'est vraiment de ça dont on parle, et surtout a compris une chose fondamentale, c'est que la parole des femmes prime et elle doit être entendue. Je ne me sens pas du tout compétent pour faire un bilan de MeToo, mais je voudrais juste rebondir avec le point sur le fémonationalisme. Et je trouve que c'est intéressant de parler de ça ensuite, parce que vraiment, le fémonationalisme, l'idée, c'est de faire croire qu'en fait, il y aurait une guerre culturelle, une guerre de civilisation entre l'Occident et le Sud, et à partir de la cause des femmes. Et en gros, l'Occident respecterait le droit des femmes, ce serait la liberté et tout, et le sexisme, la misogynie, la brutalité envers les femmes ne serait que dans le Sud. Et je pense que c'est important de montrer ça, de montrer que même pour les femmes, c'est dangereux, parce que ça voudrait faire croire qu'en Occident, tout va bien, les hommes violents n'existent plus, les hommes harceleurs n'existent plus, ce sont que dans le Sud, et c'est eux qu'il faut faire attention. Donc je pense que c'est aussi sur ça qu'il y a de plus en plus un retour critique. Ouais. Et puis moi aussi je fais un peu partie de cette génération qui s'est politisée à peu près en même temps que MeToo a été lancé. Je sais que c'est quelque chose... Bon, est-ce que c'est une révolution inachevée ? J'ai l'impression que toutes les révolutions sont toujours inachevées, parce que moi je me suis du coup beaucoup replongée dans différents écrits et archives des mouvements féministes des années 60, 70, même les mouvements LGBTI, puisque c'est les sujets qui me touchent et sur lesquels je travaille le plus. Et il y a toujours cette tension permanente entre les mouvements militants et le backlash permanent. Et aujourd'hui, le backlash, il prend plusieurs formes. Et si le féminisme a beaucoup politisé toute une génération de jeunes filles, l'antiféminisme est aussi en train de politiser toute une génération aussi de jeunes hommes, avec beaucoup de discours réactionnaires qui sont construits au-dessus. Et en effet, comme tu le disais, autour de cette idée fémonationaliste, un petit peu l'idée de « ils viennent prendre nos hommes », alors que on est là après tout là, le dernier rempart pour les protéger des hommes immigrés qui vont venir les violer, etc. Et
Donc c'est un discours qui infuse de plus en plus quand tu regardes dans, je sais pas, Figaro, Vox, etc. Et puis après, bon, allez, j'irai pas citer les autres torchons d'extrême droite, hein. Mais ce discours qui vise justement un petit peu, mais en fait parce que c'est le discours permanent en fait de récupération des luttes et d'adoucissement un peu des luttes. Et donc de récupérer cette rage pour la rediriger dans un agenda nationaliste, pardon. Et c'est un truc qu'on a vu aussi faire, par exemple, par Giorgia Meloni en Italie, par exemple. Donc c'est aussi quelque chose qu'en tant que militant et militante, il faut toujours avoir en tête que, de toute façon, il n'y aura jamais un seul moment où on pourra souffler. C'est clair. C'est pas militant. Mais c'est dans ces tensions-là que se jouent, en fait, tous les tournants historiques, en fait.